chers intervenants, chère Hélène, chers doctorants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à cette soirée qui est placée sous le thème de l'histoire et plus exactement sous le thème temps et histoire du temps présent, le moment 1989. Je sais que ça fait partie de tout un colloque avec les doctorants de 3 universités, au moins 3 universités. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée de venir ici et d'avoir cette table ronde ce soir, ici à la Maison Heinrich Heine. Hier, dans cette même salle, nous avons parlé d'un autre moment de l'histoire. Aujourd'hui, ça sera le moment de 1989. Hier, c'était le moment de la Constitution allemande, parce qu'aujourd'hui, il y a, alors jour pour jour, il y a 70 ans, était promulguée la Grundgesetz, ou la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, qui après s'appelait la loi fondamentale, Grundgesetz, et ça pour conserver le droit de l'Allemagne de l'Ouest à la démocratie et mettre au premier plan la protection des libertés fondamentales. Le terme de constitution avait été réservé par les pères et les mères aussi, avec 4 mères de la Grundgesetz, pour le jour où l'Allemagne verrait sa réunification. C'est pour ça, hier, on a eu cette discussion autour du 23 mai 1949 avec une spécialiste de droit, un professeur de droit, et nous avons également évoqué justement le moment de l'unification et de ce changement qui était nécessaire dans la Constitution allemande pour admettre, l'adhésion, l'accession de ces nouveaux Länder à la Constitution allemande et à la Bundesrepublik. Je pense que c'est très intéressant de se pencher sur ces moments spécifiques de l'histoire pour voir le contexte, et ce sont des occasions, je pense, idéales aussi pour aller dans les vraiment 2 sens, le passé, bien sûr, l'avenir aussi, et puis étudier en détail le contexte. Juste pour vous dire, je reviens à cette exposition parce que c'est une exposition que nous avons réalisée ici en choisissant certains articles de cette loi fondamentale de Grundgesetz qui a gardé cette appellation même après l'unification. Et ce qui est très intéressant, c'est vraiment d'étudier surtout les 19 premiers articles qui étaient le fondement de valeur de cette constitution allemande. Et vous avez également une traduction de ces articles choisis dans l'exposition à votre portée qui se trouve là. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir ici et je suis sûre qu'on aura dans cette salle aussi l'occasion, peut-être avec votre aide, d'évoquer d'autres interprétations, d'autres facettes de ce thème de 1989 à l'automne. En tout cas, on est en train de faire aussi notre propre programme pour évoquer ce moment qui, en fait, n'était pas seulement un moment, mais toute une période. Merci beaucoup, Christiane Deussen. Un grand merci à la directrice de la Maison Heinrich Heine, qui est un des endroits importants de Paris. Je vais presque dire que c'est le centre de Paris, un peu excentré. Un endroit important de Paris quand on travaille sur l'Allemagne, sur la France, sur l'Europe et sur les questions tant d'histoire que du temps présent. Donc merci pour cet accueil. Donc avant de dire quelques mots sur Emmanuel Droit, autour duquel nous allons passer cette soirée en discutant à 4, je voudrais donc juste préciser un tout petit peu dans quel cadre a lieu cette manifestation, comme l'a évoqué Christiane Deussen. Nous avons ici dans une partie du public les doctorants et certains post-doctorants qui sont inscrits dans notre collège doctoral franco-allemand, mais qui est franco-allemand et luxembourgeois et qui rassemble les universités de la Sarre, représentées par Dietmar Hüser, professeur d'histoire contemporaine à l'université de la Sarre, qui parlera tout à l'heure. Pour l'université du Luxembourg, par donc Andreas Vickers, qui est professeur d'histoire contemporaine et d'histoire
digital. Et puis, à Paris, Sorbonne Université, auprès de moi, Hélène Liard-Delacroix. Et nous avons donc la chance, par le soutien de l'Université franco-allemande, d'organiser tous les 6 mois, en dehors du réseau qui existe en permanence, des rencontres dans l'une des universités. Donc, ces 3 journées ont lieu à la Sorbonne cette année, ce printemps, et pour la séance plus ouverte, la conférence, nous avons invité Emmanuel Droit et nous avons obtenu l'accueil de la Maison Hein. Donc vous êtes les bienvenus pour écouter cette conférence et ce débat que nous aurons ensemble. Je voudrais donc peut-être un dernier mot sur le collège doctoral. Il s'appelle « L'histoire internationale par l'interdisciplinarité, perspectives franco-allemandes et européennes au XXe siècle ». Ce qui est un cadre assez large qui permet les travaux des étudiants et qui nous permet d'entrer donc sur ce XXe siècle avec des regards particuliers. Et cette année, notre sujet principal, c'est l'entrée par le temps qui est en histoire marqué toujours par la durée et par les mutations, par les changements et aussi par les crises. Et c'est avec grand plaisir que nous avons appris qu'Emmanuel Droit voulait bien venir parler pour nous dans ce cadre et discuter avec nous, avec donc cette proposition qu'il nous fait de parler de temps et histoire du temps présent, le moment 1989. Emmanuel Droit est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, donc qui est une partie de l'Université de Strasbourg. Donc historien, Emmanuel Droit est originaire de Nancy, où il a étudié, il est agrégé d'histoire, et puis il est devenu, pour son travail de thèse, un spécialiste de la RDA et de l'histoire sociale de la RDA, avec une thèse en 2006 sur la construction de l'homme socialiste à l'école, de l'homme socialiste nouveau, donc du projet de RDA dans les écoles de Berlin-Est, acteur, pratique, représentation. Il a été ensuite maître de conférence à l'université de Rennes, avant de soutenir en 2016 une habilitation à diriger les recherches, donc qui permet de devenir professeur. Et j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans cette démarche sur un très beau sujet qui va bientôt être publié. Jeu d'échelle socialiste, socio-histoire du communisme d'État en Europe de l'Est. Et donc il a élargi de la RDA à l'Europe de l'Est. Et maintenant, comme il va nous l'expliquer, Emmanuel Droit a d'autres projets, bien sûr, et s'intéresse, comme on est nombreux à le faire, à cette période de bascule de 1989-90 et l'ouverture vers donc, la fin de la guerre froide. Et ce n'est pas nouveau en même temps que Emmanuel Droit s'intéresse à cette notion d'histoire du temps présent. C'est une réflexion qui l'accompagne depuis un petit moment. Donc, je l'ai dit, le temps en histoire, c'est la longue durée, les continuités, les césures, mais c'est aussi la perception du temps. Et ce qu'on fait avec le temps quand on est témoin. Et ces différentes questions, d'ailleurs, nous avions eu le plaisir de les aborder ensemble avec un certain nombre de doctorants qui sont ici dans la salle, qui ne sont déjà plus doctorants, dans un projet qu'on appelait un programme, je cherchais le P, un programme de formation-recherche entre 2012 et 2014 que nous avons organisé ensemble et qui était consacré à l'histoire du temps présent, au défi de l'histoire du temps présent au XXIe siècle. Donc, nous sommes très contents d'écouter ce que va pouvoir nous dire ce soir Emmanuel Droit sur cette question, sur 1989. Alors, peut-être pour rentrer directement dans son sujet, on a tous à peu près les mêmes évocations, les mêmes images quand on entend 1989. Et d'ailleurs, Christiane Deussen a parlé tout de suite de réunification, Bon, sauf que 1989, c'est beaucoup d'autres choses aussi. C'est selon la focale, selon le niveau que l'on prend. Et cette notion de moment est très intéressante. Je suis très curieuse de ce que nous allons entendre sur cette notion qui est importante. Voilà, est-ce que 1989 est un moment et qu'est-ce que c'est qu'un moment dans l'histoire? Je vais rester assise ici pour permettre à Emmanuel Droit de parler librement debout et je vais donc faire avancer les images, j'espère synchronisées. Voilà, donc je reste là. Merci. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis tout d'abord ravi de passer ce début de soirée avec vous autour donc, de cette conférence et de l'échange qui suivra.
Hélène Mihière-Delacroix l'a mentionné, j'ai travaillé sur la RDA, je me suis intéressé dans ma thèse à la manière dont finalement dans ce pays une temporalité socialiste avait été mise en place à l'école. 10 ans après, quand j'ai fait mon habilitation sur la coopération entre les polices politiques du bloc de l'Est, j'ai été frappé en exploitant les archives de manière croisée de l'Astasi et du ministère polonais de l'Intérieur, donc de la police politique polonaise, de ce moment de désynchronisation en fait, des temporalités à la fin des années 80, quand le chef de la Stasi, Erich Mielke, allait à Varsovie rencontrer son homologue polonais. Ils parlaient la même langue, ils étaient dans la même pièce, et en même temps, on sentait qu'ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde, et que l'un était tourné vers un futur ouvert et quasiment en transition, alors que l'autre restait agrippé à son présent, qui était en fait un présent passé et qui devenait de plus en plus passé. Et dans le cas donc, de ce collège doctoral, dont la thématique est le temps, eh bien, j'ai proposé cette conférence à Hélène sur ce moment 1989. Et donc, je vais vous parler de temps, mais de temps au pluriel. Et pour vous montrer finalement, alors il n'y aura rien de révolutionnaire, il n'y a pas de révélation sur tel ou tel épisode de l'année 89, parce que ça, au premier degré, les historiens ont déjà bien analysé un certain nombre de bascules, parfois même de manière très, très centrée, à la minute près, quand on songe à la manière dont finalement le mur de Berlin s'est ouvert en novembre 1989. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience que les acteurs font du temps, et comment ces expériences, finalement, viennent soit s'entrechoquer, s'emmêler ou complètement diverger. Et c'est une possibilité d'appréhender ce moment 89 pour lui rendre toute sa complexité. Parce que ce qui est fascinant dans cette année 1989, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'on a une densité événementielle incroyable, et que bien souvent, on a du mal finalement à l'expliquer. Je vais vous montrer les deux principaux modèles explicatifs, mais la puissance de l'événement est telle, l'ébranlement est tel, que finalement, on en perd parfois son latin, son allemand, ou en tout cas, on a du mal à poser des mots sur ce qui s'est passé. Donc, parler de temps en histoire, vous allez me dire, c'est à la fois complètement banal, et en même temps, c'est très compliqué. C'est banal parce que le temps constitue le pain quotidien de l'historien. À partir du moment où on travaille avec des documents, eh bien on plonge dans ce que Marc Bloch appelait un plasma, où baignent les phénomènes historiques. Et quand on baigne dans ce plasma, finalement, on est comme un nageur dans une rivière, on est emporté par ce flux temporel. Hélène l'a rappelé, la perspective qu'ont les historiens la plupart du temps, c'est une vision plate, linéaire du temps, une sorte de continuum historique, avec évidemment cette mise à distance, ce pas de côté qu'on fait, avec la profondeur historique qu'on va donner au sujet, à son objet, en fonction évidemment de ses sources et de sa perspective. Le temps fut, ces 30 dernières années ou ces dernières décennies, au cœur de plusieurs mouvements historiographiques. Vous le savez, il y a eu ce grand moment des lieux de mémoire autour de Pierre Nora, qui finalement participait de ce qu'on appelait le boom mémoriel, et qui s'intéressait surtout à la manière dont le passé était convoqué dans le présent. Mais ça donnait toujours cette vision chez Nora et chez tous ceux qui ont finalement utilisé la notion de lieux de mémoire, des lieux de mémoire allemands, en passant par à peu près tous les pays européens ou toutes les régions, les grandes régions européennes. Il y a une approche du temps qui est comme une sorte d'élément extérieur à l'action et qui vient s'imposer aux sociétés et aux individus sous la forme
de monuments, de chansons, d'emblèmes, enfin bref, de tous ces objets, matériels ou immatériels, qui constituent les lieux de mémoire. Et puis de l'autre côté, Hélène l'a aussi évoqué, on a travaillé ensemble sur cette notion, on a la reconnaissance progressive dans le champ académique et dans l'espace public de cette notion d'histoire du temps présent, qui a fait sauter la frontière entre le passé et le présent tel que les historiens du 19e siècle l'avaient érigé. Et l'historien a trouvé dans le présent un terrain à la fois fragile et fécond. À cela, on peut ajouter aussi les réflexions de François Hartog et sa notion de régime d'historicité, c'est-à-dire la manière dont on articule en fonction des périodes, passé, présent et futur. Mais globalement, ces trois façons de penser le temps correspondent à une vision homogène d'un temps linéaire qui est donc appréhendé comme un continuum historique. Et toutes les images qui cherchent à nous rendre visible le temps en histoire, que ce soit l'horloge, le calendrier, la flèche chez Schiller, le flux ou la rivière, désignent un espace ou un objet qui renvoie à l'idée que les hommes sont, consciemment ou non, immergés dans un temps historique universel auquel nul ne peut échapper. Et en effet, si on reprend la métaphore de la rivière et de ce mouvement qui nous pousse inéluctablement vers l'aval, il n'existe pas de rive intemporelle, on ne peut pas sortir de la rivière à partir de laquelle on regarderait le flux temporel. Et quand on regarde la manière maintenant dont les autres sciences sociales pensent le temps, c'est toujours intéressant de voir comment les autres font. Les anthropologues et les sociologues ont montré que le temps est avant tout une expérience individuelle. C'est ce que le sociologue allemand Thomas Luckmann appelle le temps intérieur. On est conscient, enfin, on a sa propre expérience individuelle qu'on articule dans un cadre évidemment standardisé, puisque depuis la fin du XIXe siècle, on a un temps universel, qui est une création occidentale, et qui est contrôlable par la physique et par la science. Et derrière cette convention partagée, qu'est le temps universel, avec le méridien de Greenwich, eh bien, se cache, et c'est ça moi qui m'intéresse, une multitude de temporalités sociales et politiques. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce que je dis, hein. Ces débats-là, vous les avez dans les années 60, au moment où Fernand Braudel essayait de manière très impérialiste de faire de l'histoire la discipline reine des sciences sociales. Vous avez un sociologue comme Georges Gurvitch qui considérait que le modèle brodélien des durées, c'était bien, mais que ce n'était pas suffisant pour saisir le réel. Et chez Gurvitch, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, mais il distingue 8 catégories de temporalité sociale. Et sur ces 8 qui sont parfois un peu illisibles ou un peu difficiles à comprendre, moi je vais en garder quelques-uns et que je vais tester à partir de cette année 1989. Mais pareil, Gurvitch n'avait pas dit quelque chose d'extraordinaire. Si vous prenez les écrits de Maurice Halbwachs, posthume, dans la mémoire collective, Maurice Halbwachs dit à un moment, je cite, « Il n'y a pas un temps universel et unique, mais la société se décompose en une multiplicité de groupes dont chacun a sa durée propre. » Pour le dire plus concrètement, le temps de l'usine n'est pas le temps de l'école, qui n'est pas le temps de l'université, qui n'est pas le temps de la famille. Et pourtant, on voit bien que le temps, c'est une construction sociale parce qu'on cherche à synchroniser, à unifier ce temps. Pour être père de famille, et il y a certainement ici des parents, il est bien que cette synchronisation, parfois, elle est rock'n'roll, elle est parfois sportive. Mais bon. Tout ça pour dire que le temps est multiple, qu'il est subjectif. Et pourquoi vous parlez ce soir de temporalité multiple et de subjectivité? C'est parce qu'il me semble important de réfléchir, de reprendre cette question des temps pour faire progresser le savoir historique sur la base évidemment de ce que
nos collègues au cours du XXe siècle ont constitué comme boîte à outils, que ce soit Maurice Halbwachs, Georges Gurvitch, je n'ai pas encore cité Rainer Koselleck, mais Koselleck évidemment, avec sa réflexion sur la temporalisation est centrale. Mais l'idée, c'est d'arriver à proposer une analyse plus fine, plus complexe de l'année 1989, en s'intéressant notamment, et c'est là où le jeu de piste est parfois un peu compliqué dans les archives, pour ceux qui connaissent bien les archives allemandes, et notamment est-allemandes, vouloir s'intéresser à l'expérience du temps, notamment à partir des archives de la Stasi, c'est vraiment partir sur des traces, des fragments très compliqués à saisir, parce que la Stasi, son métier, ce n'était pas de réfléchir sur les temporalités. La Stasi, son métier, c'était de surveiller et de disciplinariser la société est-allemande. Même dans les comptes rendus du bureau politique du Parti socialiste unifié, à l'ordre du jour, Honecker mettait rarement la question des temporalités. Donc il faut faire ce que j'ai appris en lisant ce magnifique petit livre d'Arlette Farge. Il faut produire des déchets. Il faut vraiment avoir le goût de l'archive, il faut en manger de l'archive et produire plein de déchets pour arriver à extirper un tout petit peu et apprendre ce qu'on trouve finalement pour réfléchir sur ces expériences du temps. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est de voir ces temps historiques multiples comme des constructions sociales qui expriment le fonctionnement de tel ou tel monde vécu. Et je vous l'ai déjà rappelé, moi j'étais fasciné quand j'ai fait ma thèse sur la RDA. Le temps du bloc socialiste n'était pas le temps du bloc de l'Ouest. C'est peut-être bateau de le dire, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et au sein même du temps socialiste, au sein même du camp socialiste, du bloc socialiste, ce temps partagé, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, il se fissure progressivement au cours de l'année 1989, ça commence déjà un petit peu avant, pour finalement exploser en plein vol en 1989 et ouvrir finalement une brèche dans le temps qui va évidemment être reçue de manière différente. Certains vont s'en saisir pour organiser la transition démocratique en espérant garder le pouvoir. C'est une modalité finalement visant à maîtriser le temps et à conserver le pouvoir en jouant le jeu de l'accélération. Et puis d'autres vont refuser cette brèche dans le temps, vont vouloir la refermer et vont au contraire chercher à ralentir le temps et à faire comme si ce que essayait de faire Mikhail Gorbatchev ne les concernait pas. Et donc cette idée de temps ralenti ou de temps de longue durée, je vais l'emprunter à Georges Gurvitch. Ce qui est bien qu'on va arriver, c'est l'objectif de ma conférence, c'est de vous montrer finalement ce que le philosophe allemand Ernst Bloch appelle la non-contemporanéité. C'est-à-dire que dans un temps présent, on ne partage pas le même temps. On est là ensemble, et en même temps, les acteurs politiques ne partagent pas le même temps présent. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais repartir de 1989 et j'ai utilisé la métaphore du Léviathan pour vous rappeler la densité événementielle de cette année. Alors, je le rappelle encore, je ne vais pas vous livrer une analyse inédite de 1989 au premier degré. Ça a été fait, et très bien fait, par toute une série de collègues français, allemands, anglo-saxons. Mais moi, ce qui m'intéresse, donc, encore une fois, c'est plutôt la manière dont les acteurs politiques, historiques, ont fait l'expérience de cette temporalité multiple en 1989. Donc je pars sur les traces de ce que j'appelle le sens du temps tel qu'il a été vécu. Et du point de vue du temps appréhendé comme un plasma, si on reprend la formule de Marc Bloch, on peut s'accorder sur le fait que le plasma en 89, il est extrêmement dense. D'accord ? Il y a des années comme ça qui sont très denses en événements. Et ça doit nous interpeller. C'est pour ça que j'utilise la notion de moment qui donne de l'épaisseur à finalement cette cascade d'événements qui, pris les uns avec les autres, ne fait pas réellement complètement sens. Et ça permet d'interroger finalement, ou de se poser la question de savoir si cette cascade d'événements, que les médias se sont empressés souvent de qualifier d'historique, eh bien, si cette cascade d'événements constitue une époque charnière
une époque seuil, c'est-à-dire un moment où on a à la fois une époque à l'agonie qui est en train de se terminer et puis une nouvelle époque qui est en train d'émerger. Alors, 89 possède indéniablement cette capacité à marquer l'histoire de l'humanité de manière globale. Alors évidemment, il ne faut pas la voir de manière monolithique parce que les événements qui ont eu lieu ici et là dans le monde ont été ressentis de manière plus ou moins différente, plus ou moins intense, selon les pays. Rien qu'à l'échelle de l'Europe en 1989, vous le savez certainement, la césure, elle est décisive, fondamentale, brutale. Vous pouvez mettre tous les adjectifs épithètes que vous voulez pour la partie orientale de l'Europe et la partie orientale de l'Allemagne. Elle l'est beaucoup moins pour la partie occidentale, même si les effets à long terme vont se faire sentir. Alors, il n'en demeure pas moins que les événements géopolitiques de 89 se caractérisent par cette puissance d'ébranlement, à tel point que, et je vais reprendre une expression de mon collègue Jean-François Sirinelli, il utilise la notion d'événement-monde, mais lui pour l'adosser à l'année 68. Il y a comme ça, depuis 1945, quelques grandes dates d'histoire globale où on sent qu'il y a une densité événementielle telle qu'on peut essayer de saisir la globalité du sens des événements. Il y a 45, ça c'est, pour Jürgen Osterhammel, c'est la première date d'histoire événementielle globale, 45. Pour Jean-François Sirinelli, c'est 68. Pour d'autres, il y a eu toute une série de numéros thématiques dans des revues historiques, ça va être 1973, et puis évidemment 1989. Quand on regarde l'année 89 d'un point de vue international, on peut s'amuser avec une chronique à recenser les événements. On peut dire que l'année 89, c'est purement arbitraire ce que je vais dire. Elle peut commencer le 15 février avec la fin du retrait des troupes soviétiques en Afghanistan. Elle se termine avec la chute sanglante de Nicolae Ceausescu le 25 décembre, après son exécution au terme d'une parodie de procès. Et entre ces deux événements, qu'est-ce qu'on a ? On a successivement, je vais le citer pêle-mêle, ça va faire un peu un inventaire à l'après-Vert, la fin des dictatures militaires au Paraguay et au Chili, la répression sanglante du mouvement étudiant en Chine, la rencontre historique entre Nelson Mandela et Botha en Afrique du Sud, puis la démission de ce dernier, l'effondrement du communisme d'État en Europe de l'Est, un coup d'État manqué en Éthiopie, le retrait de l'armée populaire vietnamienne du Cambodge, la fin de la révolution sandiniste au Nicaragua, l'intervention américaine au Panama, l'abandon par le Bénin du marxisme-léninisme comme idéologie officielle, et l'annonce de la fin de la guerre froide par George Bush et Mikhail Gorbatchev à l'issue du sommet de Malte de décembre 89. Donc on a une accumulation comme ça d'événements qualifiés d'historiques, avec des sorties de guerre, des révolutions, des transitions politiques plus ou moins pacifiques en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique. Et ce que Pierre Nora appelle des volcans de l'actualité ont explosé comme ça tout au long de cette année 89 de manière spectaculaire, sous l'œil des caméras de télévision, à tel point qu'on peut considérer 1989 comme une super année événementielle. Alors après, il faut chercher à analyser cette densité événementielle, chercher à la comprendre. Le premier réflexe est quasiment d'ordre religieux, c'est-à-dire que quand c'est tellement fascinant et c'est tellement puissant, la raison abandonne et on va aller chercher dans le vocabulaire religieux les raisons, ou en tout cas les mots pour coller une étiquette sur l'année 89. On va parler, et notamment c'est très fort en Allemagne, depuis notamment 2009 et les commémorations du 20e anniversaire de la chute du mur, on va parler du Wunder de 89, du miracle de 1989. Alors j'ai été recherché dans les archives des essais et des médias, et tu peux montrer la prochaine citation. Et dès 1989, alors je ne sais pas si le nom de ce poète et essayiste polonais vous dit quelque chose, c'est à la fois une grande figure de la littérature polonaise de la seconde moitié du XXe siècle, traducteur de Shakespeare notamment, et puis surtout c'est un dissident engagé dans la création du Corps en 1975, de Solidarność en 1980, et puis quand la chute du mur, quand le communisme s'est effondré en Pologne, il est parti à Harvard, terminer sa carrière d'homme de lettres. Alors, ce poète et essayiste polonais s'appelle Stanisław Balanczak, et il érige en 1990-1989 au rang d'annus mirabilis, une sorte de miracle de l'histoire. Et il a ces paroles que je vous soumets, une année de gratification immédiate pour tous les rêveurs impossibles, les incorrigibles croyants
convaincus du triomphe final du droit sur l'autorité. Ce qui paraissait totalement impossible pendant des décennies pouvait devenir entièrement faisable la minute d'après, et avec une vitesse qui ne cessa d'augmenter. Dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'il n'a jamais existé de période d'accélération des changements cruciaux qui soit comparable. On voit ici que le recours à la fois à la notion irrationnelle de miracle, et puis cette prise de conscience de l'accélération du temps, elle ne peut pas satisfaire l'historien. Le second type d'analyse, cette fois rationnelle, qui est proposé par les historiens, outre cette approche un peu micro pour comprendre vraiment étape par étape comment finalement le lieutenant de la Stasi à 23h40 ouvre les grilles de la Bornholmer-Strasse parce que personne ne répond à la centrale de la Stasi qui ne sait pas quoi faire et qui dit à la fin « Wir fluten ab ». On ouvre parce qu'on ne sait plus quoi faire, ça déborde. Le second, de type macro, vise en fait à réinsérer 89 dans une chaîne de causalité un peu mécanique, en allant chercher le point de départ de 89. Et j'ai de nombreux collègues allemands qui ont succombé un petit peu à ce que Michel Daubry appelle l'illusion étiologique, c'est-à-dire on va rechercher la cause du phénomène pour montrer que 89, en gros, était inscrit dans une chaîne finalement de réaction. Alors, ce qu'on trouve souvent en Allemagne, dans le discours historique, c'est cette sorte de jalonnement de crise qui débouche finalement sur 89. Alors, on part du 17 juin 53, on passe par l'octobre 56, Prague 68, la Pologne 70, 80, 70 un peu moins, mais on l'insère des fois, 70, 80, et puis on finit par 89. Donc 89 est souvent réinséré dans une chaîne mécanique de causalité. Et chacune des crises nationales, alors quand on regarde après les historiographies polonaises, allemandes, évidemment, ou tchèques, la crise majeure qui explique 89, ça va être 53 pour les Allemands, ça va être 68 pour les Tchèques, et ça va être 68 et 80 pour les Polonais. Il y a un angle mort, une sorte de nationalisme méthodologique. Et en même temps, le discours, c'est de dire que chacune des crises nationales atteste de l'illégitimité constante du communisme. C'est un prisme qui permet de dire que le communisme n'était qu'une parenthèse de l'histoire et que, enfin, la parenthèse se referme à la fin des années 80. Certains vont même descendre plus bas et vont partir de 1917 pour montrer que, finalement, l'affrontement, la rivalité américano-soviétique, elle s'inscrit dans toute l'histoire du XXe siècle. Alors, plus récemment, certains d'entre vous ont peut-être eu le livre entre les mains. Un collègue du Centre d'histoire du temps présent de Potsdam, Frank Bösch, a écrit un livre qui s'appelle Zeitenwende 79. Il prend 1979, lui, en considérant que la grande césure qui explique notre temps présent, c'est pas 89, c'est 79. Et il va voir comment cette césure, à travers un certain nombre d'événements qu'il a listés, va notamment transformer la Bundesrepublik. Et donc, il émet l'hypothèse que notre temps présent plonge ses racines dans ce qu'il appelle, lui, le moment 79. Et donc, pour vous donner quelques exemples concrets, il va évidemment analyser la révolution iranienne et donc ce qu'il appelle la naissance du fondamentalisme islamiste, l'ouverture de la Chine au capitalisme, la question des réfugiés avec les bot people, et j'en passe. Alors, si maintenant on passe à l'enjeu des temps historiques du monde communiste en 89, l'objectif c'est de vous montrer comme le temps est, là aussi, c'est pas révolutionnaire ce que je dis, hein, c'est un millefeuille de temporalité historique. Et je vais partir du facteur Gorbatchev, qui est une expression bien connue des spécialistes d'histoire des relations internationales, et qui vise à montrer finalement comment Mikhaïl Gorbatchev, par son élan réformiste, a joué un peu aux apprentis sorciers, et consciemment d'ailleurs, en partie, et finalement a libéré des énergies et des forces qui, au final, l'ont un peu dépassé. Quand on le prend du point de vue temporel, je reprends des catégories de Georges Gurvitch, on va passer de ce que Gurvitch appelle le temps trompe-l'œil, c'est-à-dire un temps en apparence calme, qui va déboucher sur ce que Gurvitch appelle le temps explosif de la création. Et je vais partir d'une citation qu'on trouve dans les... tu peux passer, ouais, qu'on trouve dans les
Ah bah non, je l'ai pas mise. Ah si, voilà. Parce que comme je vois à l'envers, c'est compliqué. Qu'on trouve dans ses mémoires. Le 10 mars 1985, à l'annonce de la mort de Konstantin Tchernenko, Mikhail Gorbatchev est dans sa datcha et tôt le matin, il arpente le sentier du jardin de sa datcha avec sa femme Raïssa. Et dans ses mémoires, il se met évidemment en scène, ça sert à ça, les mémoires, et sur la base de ses souvenirs, il marque une sorte de moment zéro qu'il relate comme ça dans ses mémoires. Il dit, donc il s'adresse à sa femme, « Tu comprends, je suis arrivé ici avec l'espoir et la conviction que je pourrais faire quelque chose. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de succès. » C'est vrai que quand on lit ses mémoires, on voit bien que ses tentatives de réforme, sa volonté de secouer un peu le bureau politique du PCUS, c'est très compliqué. « Si je veux vraiment que cela change, je dois accepter la proposition à condition que proposition il y ait, bien entendu. » Parce qu'il y avait encore des doutes sur son nom. Est-ce qu'il allait sortir finalement du chapeau? Et c'est la dernière phrase qui m'intéresse. « On ne peut plus vivre ainsi. » Et cette volonté d'accepter le poste de secrétaire général du PCUS, et donc, de facto, si vous regardez l'histoire de l'Union soviétique, même s'il y a un bureau collectif, un bureau politique collectif, c'est quand même d'abord l'histoire d'un individu avec les institutions, et surtout la domination d'un individu sur des institutions, de Lénine à Gorbatchev. Et cette volonté d'accepter le poste de secrétaire général est articulée, et il le développe à peu près après par la suite, à une exigence morale en lien avec la volonté de changer le temps socialiste, qui est un temps, pour reprendre la catégorie de Georges Gurevitch, qui est un temps au ralenti. C'est le temps, Gurevitch appelle ça le temps de la longue durée. Qu'est-ce que c'est le temps de la longue durée? C'est le temps de l'immobilisme routinier, un temps sans innovation, c'est-à-dire que il n'y a pas de futur, c'est du présent qui est surtout marqué très fortement par le poids du passé, d'où l'importance des rituels, des commémorations. Et finalement, c'est une structure... Alors c'est intéressant, si vous allez voir dans le livre de Gurevitch, il écrit en 1962 ses réflexions sur les temporalités multiples, et il essaye de faire une typologie par ère géopolitique. Et il s'intéresse à ce qu'il appelle les sociétés planifiées. Donc c'est les sociétés soviétiques, est-européennes et chinoises. Et il dit ceci à propos de l'échelle des temps, donc le temps au ralenti. Cette structure, donc il parle de la société planifiée, évolue sur une corde raide et sous la menace perpétuelle de la fatigue, de la désillusion, de l'indifférence de la majorité de ses bénéficiaires, dont les réactions peuvent préparer des surprises. Fin de citation. Conscient du danger mortifère de l'inertie, Gorbatchev va entrer dans ce que Gurevitch appelle le temps trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'un calme apparent, et en même temps, vous le savez peut-être si vous connaissez un peu l'histoire de l'Union soviétique, de grands changements qui se préparent. Alors il est très prudent, Mikhail Gorbatchev, il a besoin notamment du soutien du KGB au départ, pour que ça marche. Et donc il donne l'impression au KGB que ces réformes vont se limiter simplement à la sphère économique, et qu'il ne va pas toucher au reste. Donc le KGB, qui est à l'époque dirigé par un héritier d'Andropov, qui s'appelle Viktor Chebrikov, marche dans ce projet. Ce qui fait que, et je l'ai vu moi dans les archives de la Stasi, il va y avoir de plus en plus une divergence sur la perception du temps entre Chebrikov, qui, quand il va voir Erich Mielke à Berlin en avril 1988, quand Mielke vient à Moscou au printemps 88, Mielke, il a bien compris que quand on commence à vouloir réchauffer le temps ou à l'accélérer, il y a des choses qu'on ne va forcément pas contrôler. Or, vous le savez, ce que déteste la Stasi ou ce que déteste toute police politique, c'est le mouvement. Il ne faut pas que ça bouge. D'accord ? Il faut que tout reste immobile, sous contrôle. Et c'est intéressant parce que donc, Mielke s'inquiète, il le dit ouvertement, parce qu'en plus, comme c'est le plus ancien chef de police politique, il estime être le gardien du temple, et il rappelle les vieux principes orthodoxes du communisme stalinien. Et Chebrikov lui rappelle, je vous cite un extrait des entretiens dactylographiés et conservés dans les archives de la BSTU, l'exigence la plus importante était et demeure la même, à savoir garder la situation sous contrôle. Cette exigence demeure. Mais ce sont certaines formes et certaines méthodes qui doivent être changées.
Or, il y a un jeu de dupes entre le KGB et Mikhaïl Gorbatchev, c'est que pour Gorbatchev, ce temps trompe-l'œil, il va lui permettre d'avancer doucement pour créer une discontinuité, une rupture dans l'ordre temporel et chercher à accélérer le mouvement des réformes. Et avec le nouveau leader soviétique, la rupture va être consommée avec le KGB entre 87 et 88, le présent et l'avenir semblent l'emporter sur le passé. Et on va arriver à ce que j'ai appelé la concurrence des temps au sein du bloc communiste, parce qu'il va y avoir évidemment une différence de réception de la politique de Mikhaïl Gorbatchev, et donc une différence de perception ou de prise de conscience des changements du temps. Et l'enjeu va être le même pour toutes les personnes impliquées ou impactées par ces réformes. L'enjeu, ça va être de garder la maîtrise du temps. Certains vont vouloir garder la maîtrise du temps pour continuer à aller de plus en plus vite et à accélérer. D'autres vont vouloir garder la maîtrise du temps pour le ralentir. Alors vous avez en gros, je schématise un peu pour les besoins de la conférence, mais vous avez des responsables politiques comme Erich Honecker, Fidel Castro, Gustav Husak, Nicolae Ceausescu, qui eux cherchent à maîtriser le temps et à le garder tel qu'ils l'ont connu. Parce que ce temps-là, c'est le temps de leur domination. Et l'action de Mikhaïl Gorbatchev est perçue comme une menace. En janvier 1989, vous avez un des membres du bureau politique du PCUS qui rend visite une visite officielle en RDA, et le chef de la délégation officielle s'appelle Alexander Pavlov. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, en fait. Il est le responsable du nouveau secteur au sein du bureau politique qui s'appelle État et droit. Donc c'est quelque chose plutôt original dans un bureau politique communiste, État et droit. Et il est venu présenter les transformations structurelles en cours en Union soviétique, c'est-à-dire la deuxième étape du projet gorbatchevien, c'est-à-dire les réformes politiques, et donc de libéralisation. Et Mielke s'adresse à lui sur un ton péremptoire. Pour ceux qui ont déjà entendu des bandes audio d'Erich Mielke ou qui connaissent un tout petit peu le personnage historique, vous imaginez un petit peu la manière dont il va s'y prendre pour tenser verbalement le grand frère soviétique. Et il lui dit un petit peu à la fin, sur le ton de la boutade, il y a certes des transformations organisationnelles au sein de votre unité, mais je pense que vous êtes restés les mêmes bolcheviks. Et je pense que vous êtes restés les mêmes bolcheviks, c'est plutôt une menace, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui demandait à confirmation. Vous avez intérêt à rester les mêmes bolcheviks. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à plusieurs moments, d'autres leaders, plutôt orthodoxes et conservateurs, vont être sur cette ligne de conservation du temps passé. D'autres, comme Jaruzelski ou Grosz en Hongrie, eux cherchent à maîtriser le temps, mais pour écourter celui qu'ils ont connu, en provoquant le renversement de l'ordre socialiste. Et donc on a deux temps historiques qui globalement se font face à face au sein du bloc de l'Est au cours de l'année 1989. On a le temps au ralenti de l'ancienne garde. Après, ce n'est même pas une question de génération, c'est simplement une question de point de vue politique et de rapport à la domination politique. Et puis on a le temps, Georges Gurevitch utilise une expression qui n'est pas très heureuse, il dit « le temps en avance sur lui-même ». En même temps, c'est joli, le temps en avance sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un temps où l'avenir devient présent. C'est plus seulement quelque chose d'impensable ou d'irréalisable, ça se passe aujourd'hui même ou le lendemain. Et donc le temps communiste, eh bien, il est multiple au cours de l'année 89, et il y a une sorte de lutte entre le temps de la conservation et le temps de la révolution. Et donc le facteur Gorbatchev, moi c'est ce qui m'intéresse, il a rendu le temps socialiste pluriel. On découvre une temporalité multiple avec des acteurs qui vivent un temps présent tout en ayant des références temporelles différentes. Pour le dire autrement, les acteurs politiques ne sont pas présents de la même manière ou de la même façon dans l'histoire en train de se faire. Et cette simultanéité des non-simultanés va produire de manière de plus en plus visible un décalage croissant entre réformateurs et conservateurs. Ce qui fait qu'à partir d'octobre 1989, quelqu'un comme Erich Honecker va apparaître de plus en plus en retard dans le temps présent, c'est-à-dire le tempo, le rythme que Mikhaïl Gorbatchev veut imposer aux autres démocraties populaires. Et ce retard,
tu peux montrer la prochaine diapo. Il s'illustre évidemment à l'occasion du 40e anniversaire de la RDA, en octobre 89. Alors c'est un moment particulièrement intéressant, puisque ça renvoie aussi au thème de votre collège doctoral depuis hier. C'est le temps d'une crise politique. Et évidemment, une crise politique, c'est intéressant à étudier, parce que c'est un moment exceptionnel, dans la mesure où les divergences de temporalité éclatent au grand jour. Elles sont les plus visibles. Alors, l'image que je vous projette, c'est certainement une image que vous connaissez, notamment pour les spécialistes de l'Allemagne. On est le 6 octobre 1989 et Mikhaïl Gorbatchev est venu pour le 40e anniversaire et il sort d'une commémoration devant la Neue Wahre sur Unter den Linden. Et au lieu d'aller vers les journalistes est-allemands qui l'attendent pour reprendre ses propos, il les snob et il va vers les journalistes, les caméramans ouest-allemands de la télévision publique, et il leur déclare « Gefahren lauern nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren ». Les dangers guettent tous ceux qui réagissent trop tardivement à la vie. On sait que devant le bureau politique du SED, il a dit aux camarades est-allemands « Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort ». Et donc, à partir de ces deux phrases, on a une sorte de phrase culte qui va émerger progressivement et que Gorbatchev va s'approprier pour dire qu'il l'a dit et que voilà, c'est finalement la phrase la plus célèbre qu'il ait jamais prononcée alors qu'il ne l'a jamais vraiment dit et qui va être élevée par la suite quasiment au rang de maxime politique, une sorte d'impératif catégorique. Celui qui vient trop tard est puni par la vie. Alors celui qui vient trop tard est puni par la vie, évidemment, ça illustre, à mon sens, cette discordance des temps, et ça vient entériner un processus de déclassement politique. Formulé de manière péremptoire, mais adressée sous forme de conseil en octobre 1989, elle condamne politiquement, de fait, certains acteurs sur le plan politique, sorte de mise à l'écart, parce que le temps présent, ça doit être le temps explosif de la création. Et dans ce contexte de conjoncture fluide, eh bien, les sociétés civiles commencent, vous le savez tous, à investir l'espace public. Ils surmontent leur peur d'une répression militaire et policière qui était préparée depuis le 17 juin 1953. Ce qui fait que, ça aussi c'est connu, on arrive à ce fameux défilé au flambeau du 7 octobre 1989 où la jeunesse, certains représentants de la FDJ clament « Gorbi, Gorbi » devant un Gorbatchev, devant un Honecker qui semble dépassé ou profondément irrité par ce comportement. Ce choc des temporalités, vous l'avez aussi si vous reprenez les célèbres images de Nicolae Ceausescu le 21 décembre 1989 sur son balcon à Bucarest, lorsqu'il est sifflé par la foule, lorsqu'il essaie de reprendre la main, comme il pense pouvoir le faire, à travers le pouvoir du verbe. Et ce décalage de temporalité historique, il va de pair avec une représentation désormais différenciée de la figure de l'autre. On a deux représentations du temps et deux représentations du monde qui divergent complètement. Mikhaïl Gorbatchev et d'autres, notamment les représentants hongrois et polonais, commencent à parler d'attachement à la coopération internationale, mais au sens d'un consensus universel, donc une sorte de dépassement de la logique des blocs, alors que pour Honecker et pour quelqu'un comme Erich Mielke, coexistence pacifique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde est toujours divisé en deux blocs. Il y a le camp des impérialistes et le camp des socialistes, et qu'on a le droit éventuellement de se rencontrer, mais il ne faut pas coopérer. Coopérer, c'est la mort. Je l'ai senti dans les archives, moi, de la Stasi pour l'année 88-89, lorsque sur la question du terrorisme international, vous avez Mikhaïl Gorbatchev qui va dans le sens de Ronald Reagan, qui va même jusqu'à proposer un tribunal pénal international pour le terrorisme, qui serait à l'ONU en 87. Et le KGB fait ensuite le tour de toutes les capitales est-européennes pour dire à tous les chefs des polices politiques, bon, maintenant, on va coopérer avec les Américains. Et vous allez livrer des informations sur tel ou tel mouvement terroriste. Terrorisme international, dans les années 80, ça voulait dire surtout le terrorisme en lien avec la lutte de l'OLP. Et les Polonais et les Hongrois jouent le jeu.
les Allemands de l'Est et les Tchécoslovaques, pour eux, c'est évidemment impossible. Et ils multiplient les notes. Le service 22 en charge de la lutte contre le terrorisme multiplie les notes qui font monter à Erich Mielke, qui le fait remonter à Erich Honecker, pour dire que c'est tout simplement pas possible de coopérer avec l'ennemi. Donc il y a la grille de lecture dominante du temps historique, partagée par un certain nombre de responsables politiques, en RDA, en Tchécoslovaquie, c'est évidemment une grille de lecture qui reste encore une grille de lecture de guerre froide. Je vais arrêter. Hein. Il me reste encore quelques... Tu peux... Ouais, juste pour terminer sur la perception, passer de l'autre côté du rideau de fer, et terminer par la perception occidentale de cette brèche. C'est là où, évidemment, j'ai moins de matériaux empiriques, parce que j'ai quasiment exclusivement travaillé sur des matériaux empiriques est-européens. Mais ça serait intéressant de reprendre cette question et de se la poser pour le camp occidental. Parce que chez les leaders politiques occidentaux, le facteur Gorbatchev, il modifie aussi leur temporalité historique. Et chez eux, ils les plongent dans ce qu'on pourrait appeler le temps de l'incertitude. Et c'est un temps ouvert qui est profondément, évidemment, instable et perturbant pour ces leaders occidentaux qui avaient appris à lire le comportement de leurs partenaires soviétiques. Quand on avait organisé une conférence au Centre Marbloch pour l'anniversaire de 89, les 25 ans de la chute du mur, on avait eu la chance d'avoir à la fois Lothar de Maizière, Joël Timsit et Hubert Védrine au centre. Et Hubert Védrine avait toujours cité cette anecdote de Latché en 1981 où François Mitterrand avait accueilli Helmut Schmidt qui était déprimé et autour d'un feu de bois, Schmidt aurait dit à Mitterrand « Je ne verrai jamais la réunification ». Et voilà. Et Mitterrand d'enchaîner en disant que ça allait avoir lieu d'ici 10 à 15 ans. Enfin, je crois que c'est ça, à peu près, je cite de mémoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les leaders occidentaux, évidemment, le fil de la stabilité et de la continuité s'est rompu. Et il y a même une forme d'angoisse. Et c'est intéressant parce qu'elle était partagée aussi par les dissidents est-européens, c'est de là que je tire ce matériau, qui étaient évidemment en contact, en relation très étroite avec le camp occidental. Un exemple pour illustrer ça, l'après-midi du 9 novembre 1989, vous le savez certainement, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl est à Varsovie. Il est à Varsovie et l'après-midi, il rencontre Lech Wałęsa et Bronisław Geremek. Et il parle évidemment de la situation en RDA. Et Wałęsa, je cite, craint un développement incontrôlé, pense évidemment, comme beaucoup de personnes à l'époque, que le régime allait mobiliser l'armée pour mettre fin aux manifestations. Et il anticipait une explosion de violence. Il l'anticipait sur quelle expérience, Kozelek dirait sur quel espace d'expérience, eh bien sur évidemment 81 et la reprise en main par Jaruzelski. C'était le passé, les leçons d'histoire qui servaient de boussole pour penser le futur de ce présent en novembre 89. Une fois les régimes communistes tombés, et on le voit aussi à travers les témoignages notamment d'Hubert Védrine, on a l'impression que les leaders occidentaux, pour reprendre la formule de Tocqueville, marchent dans les ténèbres. Et que et là je m'appuie notamment sur les travaux de Frédéric Bozo pour illustrer cette idée, c'est que quelqu'un comme François Mitterrand, vous me corrigerez si je me trompe, mais craignait dans ce contexte de conjoncture fluide, je cite, un retour à 1913. C'est-à-dire que son champ d'expérience historique, sa profondeur historique, sa conscience historique, son rapport au temps, c'était le temps même d'avant la guerre froide. C'était le temps des rivalités avant la Première Guerre mondiale. Le camp occidental, ce n'est pas seulement des leaders politiques. Je me suis intéressé un tout petit peu, je vais terminer là-dessus, sur les experts économistes occidentaux. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est des choses ultra connues. Vous savez que ce qu'on appelle les Chicago Boys débarquent à l'hôtel Marriott à Varsovie et vont soutenir, favoriser le programme de néolibéralisation. Tout ça a été magnifiquement montré par mon collègue Philippe Terre. Dès 89, vous le savez, la Pologne sert de laboratoire à la thérapie de choc. Mais quand on essaie de le saisir au niveau de l'expérience du temps, cette politique économique, elle illustre un moment charnière où il y avait deux options possibles. L'évolution graduelle, avec donc un temps plus progressif, et puis ce que Gurvitch appelle le temps explosif de la création, qui pourrait être illustré
de deux manières. D'un point de vue spatial, vous avez la célèbre formule de Jeffrey Sachs, le conseiller de Balcerowicz en Pologne, qui dit on ne saute un précipice qu'en une fois, pas en deux. Et puis il y a une célèbre formule de Leszek Balcerowicz. C'est le ministre des Finances. Il incarne cette élite polonaise formée en partie dans les universités américaines, qui a eu sa carte au parti, mais qui a un formidable boulevard au début de fin 89, début 90 pour mettre en œuvre les recettes qu'il a apprises aux États-Unis. Et Balcerowicz, lui, ne parle pas de thérapie de choc. Politiquement, il sent que c'est un peu compliqué, mais de manière temporelle, il a une formule qui illustre la célèbre formule TINA de Margaret Thatcher. En polonais, ça le donne albo szybko, albo całe. Ça veut dire soit vite, soit pas du tout. Donc, 1er janvier 90, on y va, Big Bang néolibéral, et on privatise, on libéralise, et on stabilise après. Ça, c'était le après. Je vais terminer parce que le temps passe, et je vais conclure en repartant d'un entretien qu'Erich Mielke a donné au magazine Der Spiegel en 92. Il est interrogé, alors on l'a présenté après en gros son éviction du ministère comme un vieux gâteux qui, le célèbre moment, vous le connaissez peut-être, ce moment à la Volkskammer, où il dit qu'il vous aime tous, ich liebe euch alles. Voilà. Je ne crois pas qu'Erich Mielke ait été gâteux, je ne pense pas. Et l'interview du Spiegel en 92 le montre bien. Il était simplement sous le choc. Le choc à la fois temporel et évidemment le choc de la perte politique. Et il a cette formule, et il s'adresse aux journalistes en disant « Comment en sommes-nous venus à abandonner purement et simplement notre RDA ?» 3 ans après la chute du mur et 2 ans après la disparition de la RDA, son étonnement et son incapacité à expliquer l'effondrement du régime sont sans doute liés, c'est une clé d'explication, je ne prétends pas que c'est une clé d'explication globale, à ce choc des temporalités, à cette expérience traumatisante de vivre dans un temps présent où tout vous échappe et sur lequel vous n'avez plus prise. Ce qui fait que, pour moi, le temps est évidemment une chose absolument fascinante, parce que derrière l'unité du temps universel, 1er janvier, 31 décembre, 0, 24 heures, les temps historiques s'emboîtent, se recoupent, se synchronisent, s'entrecroisent, s'entrechoquent, convergent, divergent en fonction des interactions entre les acteurs. Et donc le temps est toujours social et il est toujours plus ou moins liquide. Et à l'issue de cette année mémorable, je termine par ça, vous avez de nombreux observateurs occidentaux qui crurent que la crue était terminée, que la rivière allait... le temps tel une rivière allait retourner dans son lit, et le seul lit unique et légitime après 89, évidemment, c'est le temps occidental, la temporalité occidentalo-capitaliste. Et donc, un hebdomadaire libéral ouest-allemand comme la Zeit écrivait le 5 janvier 90, en Europe, règne un optimisme sans borne. Et le journaliste de prédire l'avènement de nouvelles années dorées, de Goldene Jahre. Et l'expression de cette autre expérience historique, qui se fait jour en 90, mériterait certainement ou méritera d'être étudiée, mais c'est une autre histoire. Et sur ces mots, je vous remercie et je me réjouis de l'échange. Bien, merci beaucoup Emmanuel. Je vais appeler mes 2 collègues qui vont trouver leur place, Dietmar Hüser, donc de l'Université de la Sarre, et Andreas Fikas du Luxembourg. Et bien tous les 3, nous allons d'abord déjà dire merci à Emmanuel Droit pour cette présentation passionnante, fulminante, on dirait en allemand peut-être, qui va amener très certainement des réactions de ma part, mais surtout de mes collègues. Alors on va fonctionner de manière un peu simple. Peut-être chacun de vous réagit, une première réaction, et puis on te laissera répondre. Voilà. Et puis après vous aurez la parole, parce que sinon c'est pas bien. Je réagis en allemand si c'est bien possible, parce que je n'y arriverai pas en français. Donc je parlerai en allemand, désolé.
Vielen Dank für den Vortrag, über den man sicher viel nachdenken muss, nachdenken kann. Zeit ist ein schwieriges Konzept, auch wenn man Historiker ist. Das war ein spannender Vortrag, ich finde auch ein durchaus gewagter Vortrag, umso besser, weil Historiker sich manchmal auch sehr schwer tun mit Begrifflichkeiten, die sie ständig verwenden. Zum Beispiel der Begriff Zeitgeschichte, ja, der sozusagen in der deutschen Historiografie einer ist, der aus den frühen 50er Jahren kommt. Hans Rothfeld hat in der ersten Nummer der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte diesen Begriff geprägt, 1953. Sie können sich denken, dass die Zeit, die er als Zeitgeschichte bezeichnet hat, eine Zeit war, die vor unserer Zeit liegt, nämlich die Zeit 1917 bis 1945 zunächst mal. Und ein Problem der Zeitgeschichte ist ja, dass diese Zeitgeschichte immer voranschreitet und man sieht, wie Historiker dann versuchen, andere Begrifflichkeiten zu finden, um genau diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Also ich denke da etwa an Begriffe wie doppelte Zeitgeschichte, das ist ein Begriff von Bracher 1984, wo dann die Bundesrepublik eben auch Zeitgeschichte wird, oder andere Begriffe, die wir verwenden, wo dann plötzlich Umbrüche sichtbar werden in Augen von Historikern, die dann eben neue Begrifflichkeiten notwendig machen. Ein Begriff wie neueste Zeitgeschichte zum Beispiel von Hans-Peter Schwarz 2003, eine neueste Zeitgeschichte, die dann im Grunde erst 1989, 90 anfängt. Also von daher, Historiker haben immer natürlich mit genau diesen Fragen zu tun, die Emanuel hier angesprochen hat. Einen zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, wäre diese Frage der Densité zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und zwar egal, ob wir über 1989 sprechen, ob wir über 1968 sprechen, ob wir über andere Daten sprechen, 1979 mit dem Buch von Bösch jetzt. Meine Frage wäre, für wen ist diese Densité eigentlich tatsächlich gegeben? Betrifft das wirklich alle Menschen oder ist das in dem Fall nicht auch eine Densité, die sich eben sehr stark auf die internationale Ordnung bezieht, die sich sehr stark bezieht auf globale Umbrüche und viel weniger auf das Erleben auch einfacher Menschen, die möglicherweise davon gar nicht unmittelbar betroffen sind. Also wir kennen das für 68, wir haben ja im letzten Jahr diesen Gedenktag gehabt, dieses Gedenkjahr gehabt und ich habe auf vielen Podiumsdiskussionen Menschen getroffen, die gesagt haben, an mir ist 68 komplett spurlos vorübergegangen und die sind in dieser Densité möglicherweise gar nicht drin. Also es ist schon eine sehr bestimmte Densité, die wir vielleicht als Historiker dann im Bereich der internationalen Politik nachher zu einer Densité macht. Soll ich noch weiter? Ich hätte noch, also die Kausalité-Mechanik, die du angesprochen hast, finde ich auch ein bisschen schwierig, ja, weil ich glaube, man findet bei Historikern wenig tatsächliche Kausalité-Mechanik, so wie du sie festgestellt hast, sondern was Historiker, glaube ich, versuchen, was meines Erachtens auch eine zentrale Aufgabe von Historikern ist das, was Cocker bezeichnet hat als diachrone und synchrone Zusammenhangerkenntnis. Ja, also diachron sozusagen auf der Zeitleiste, also tatsächlich auch Erklärungen sozusagen in der Vergangenheit finden für Dinge, die passiert sind und synchron natürlich zu einem gleichen Zeitpunkt. Also ich halte das weiter für eine zentrale Aufgabe. Und ein allerletzter Punkt, dann bin ich ruhig. Wir haben ja seit langem eigentlich einen eingeführten Begriff, der heißt die Ungleichzeitigkeit der Gleichzeitigkeit. Da würde mich interessieren, in welchem Verhältnis deine multiplen Temporalität zu diesem Begriff stehen, weil der seit langem eigentlich verwendet wird und ich den auch regelmäßig eigentlich verwende, weil natürlich bestimmte Veränderungsprozesse, was weiß ich, im 19. Jahrhundert beschleunigte Veränderungen, Alphabetisierung von Menschen. Wir können sehen, dass in jedem europäischen Land im 19. Jahrhundert die Alphabetisierung von Menschen zunimmt. Wir sehen aber gleichzeitig, dass sie in Spanien weiterhin oder in Portugal viel weiter zurückhängt als in anderen Ländern. Das heißt, es gibt sozusagen Prozesse, die man überall feststellen kann, aber die man, wenn man in unterschiedliche Länder schaut, in unterschiedliche Sozialgruppen schaut, in unterschiedliche Milieus schaut, die da einfach in unterschiedlicher Intensität, in unterschiedlicher Geschwindigkeit vonstatten gehen. Und ist diese Ungleichzeitigkeit der Gleichzeitigkeit nicht was eigentlich sehr in die Richtung schon geht, die du angedeutet hast? Danke. Oui, si vous préférez. Je vais essayer en français alors. Bon, La première remarque, c'est vraiment une sorte de continuation de la remarque de Dietmar sur ce concept de non-synchronicité.
je pense que c'est intéressant que c'est un concept, Koselleck l'a bien montré, qui se développe fin du 17e, début du 18e, donc ce qu'il appelle la Sattelzeit, parce que c'est à ce moment-là où l'idée du progrès devient, disons, la narration principale pour comprendre le temps, et on voit qu'il y a différentes dimensions de progrès, différentes temporalités de progrès, et c'est ça qui crée cette idée de la non-synchronicité. Donc, même moi, je dirais, le non-synchrone, c'est le normal. C'est ça l'histoire. L'histoire n'est jamais synchrone, en quelque sorte. C'est des événements précis qu'on étudie comme historien qui créent une sorte de synchronicité artificielle, parce qu'on s'intéresse à ce moment précis et on pense que les acteurs qu'on étudie ont, puisque ça s'est passé dans le même temps, vécu le même temps. Non, c'est bien sûr pas le cas. Il y a toujours ces différentes temporalités au niveau social, économique, culturel et politique. Donc, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Ce qui m'intéresse et c'est pour cela que je dirais aussi qu'il n'y a pas de temps socialiste. Vous avez évoqué cette idée d'un temps socialiste. Pour moi, c'est une construction très historique qu'il faudrait discuter. Ma deuxième remarque, c'est, là je parle comme historien des médias. Vous avez parlé des temps économiques, etc. Moi, j'ajouterais le temps des médias. Et le moment 89, par exemple, c'est quoi qui crée cette idée de la synchronicité? C'est souvent les médias. C'est les médias, surtout les médias électroniques, depuis le début du XXe siècle, qui ont créé cette idée de participation, de liveness, d'être sur place, d'être au même moment. Et donc, il faudrait peut-être ajouter à votre réflexion ces temps des médias et comment ces temps des médias sont un acteur fort dans la création de cette expérience 89 ou 45 ou d'autres. Merci. Je vais rajouter mon commentaire aussi, et puis après, comme ça, ce sera une possibilité de répondre peut-être à ces suggestions. Alors moi, je vais reprendre la notion de y a-t-il un temps socialiste ou un temps communiste. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette approche, au moins peut-être pour au moins la reprendre, c'est que l'ordre de la guerre froide, si on suit cette idée qu'il y a un temps qui est lié à une idéologie et deux, à un certain type de mode de production et de retard par rapport au progrès de l'Ouest, si on accepte cette idée, ça veut dire qu'il y a aussi un espace. Il y a un espace qui est l'espace des pays communistes qui partagerait ce même temps. Alors, c'est là, moi aussi, que je voudrais un tout petit peu reprendre, c'est que c'est vrai, comme tu as dit, que le temps de l'espace communiste est un temps qui n'a pas de changement, et où finalement on est dans une répétition avec des rituels, des commémorations. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend la RDA, par exemple, c'est un pays où le discours est axé sur celui du progrès. Bien plus que l'Ouest, la RDA s'est vendue à sa propre population comme le progrès. Chaque jeune qui avait la Jugendweihe recevait ce livre sur Weltall, Mensch, je ne sais plus, und ich, quelque chose comme ça. Vous le savez, si vous avez vu Goodbye Lénine, le rôle de... Voilà, pour tous les enfants, ils connaissaient tous le nom du cosmonaute est-allemand qui avait été dans l'espace. Et c'est là que je trouve intéressant, qu'on pourrait peut-être encore un peu plus creuser ça, ou au moins dire des choses qui sont, je pense, qu'on a tous comprises. C'est que, en plus du temps vécu, du temps officiel, il y a le temps, oui c'est ça, le temps raconté, le temps dit, puisque cette RDA se dit pays de progrès, c'est en même temps un pays où on attend tout le temps, où on attend, on fait la queue
On attend la livraison de Saint-Trabant. Et donc, on pourrait quand même trouver, je trouve, là pour rebondir, une certaine cohérence sur une unité de temps, du vécu du temps dans les pays communistes. Ça, c'est peut-être mon petit ajout à ça. Et l'autre, alors, là, dans la dernière partie, tu es revenu donc sur l'effet perturbateur de ces changements sur les pays occidentaux. Et c'était une remarque que j'avais notée relativement dès le début, puisque dans l'introduction, il était dit que 1989 était un moment de grand changement, beaucoup plus pour l'Europe de l'Est que pour les pays occidentaux. Et moi, j'ai noté tout de suite, oui, mais la partie occidentale participe de ce mouvement, ne serait-ce que par le regard porté, ce qui me ramène là aux médias. Et je pense qu'il y a eu des premiers travaux nombreux et qui maintenant arrivent dans les niveaux de master. Alors, le regard de l'unification allemande ou dans le journal Libération, dans le journal Intel, etc. Et qu'on pourra peut-être reprendre tous ces travaux-là autrement, avec des réflexions moins sur les stéréotypes, etc., mais beaucoup plus sur cette approche du propre ébranlement que ça signifie, et ça c'est bien parce que c'est des sujets où on peut se retrouver, ce que ça provoque, y compris chez les spectateurs ou les lecteurs de journaux qui voient des images chocs, Ceausescu assassiné en direct, reproduit sur les télévisions, et en quoi ce moment devient aussi un ébranlement du monde occidental auquel nous avons participé. Donc de ce point de vue, voilà, j'ai juste un peu complété. On va te laisser la parole de répondre. Je vais répondre rapidement parce que je voudrais aussi qu'il y ait un échange avec la salle. Là, je vais repartir des remarques de Dietmar. Je suis d'accord, le temps tel que je l'ai décrit là, c'était en lien avec votre thématique et donc en lien avec l'ordre international. Si c'était le ZZF qui m'avait invité, parce qu'ils ont un projet sur die Langewende, j'aurais dit le contraire, parce qu'en histoire sociale, le temps social, mais oui, bien sûr, parce que le temps social n'est pas le même, la puissance de la césure n'est pas nécessairement la même, et je suis associé à un projet de recherche qui vise justement en histoire sociale de la RDA à interroger la puissance de 89. Donc la densité, elle est variable, et tout dépend de la perspective qu'on adopte. Je suis entièrement d'accord. Sur l'historiographie allemande un peu mécanique, je m'excuse, mais moi je la trouve... Après, je n'ai jamais travaillé sur la France, donc tu vas me dire qu'elle est peut-être normative aussi, mais l'historiographie allemande est très normative sur la RDA. Et sur l'historiographie écrite par les Allemands de l'Ouest sur la RDA depuis 1990, il y a quand même cette idée, partagée par un certain nombre d'historiens conservateurs allemands, que la RDA est une parenthèse de l'histoire, qu'elle ne fait pas partie de l'histoire allemande. Il suffit de lire le dernier livre d'Ulrich Ebert, son opus magnum sur l'histoire du XXe siècle allemand. Il dit simplement, avec 40 ans de décalage, finalement, elle découvre ce qu'on a, nous, connu dès 1945. Mais voilà, ces 40 ans-là, ça compte pas, ça laisse pas de traces, finalement, sur le plan politique, social et culturel. Et il y a quand même un discours, moi j'ai été frappé quand j'étais doctorant et que je travaillais sur la RDA, ce qui me frappait, c'était la ligne de continuité, 17 juin 53, 89, et d'une certaine manière, ce régime, et c'est pas complètement faux, il n'a tenu en partie que par la présence des chars soviétiques et des baïonnettes. C'est vrai. Mais en même temps, il a existé pendant 40 ans, il a produit des effets, et partir de 89 pour aller rechercher le moment où ça commence à diverger et finalement à remettre en cause les 40 années du régime, on dit voilà, 17 juin 53, c'est le point de départ. Dès le départ, en fait, c'était pas légitime. Et finalement, l'histoire de la RDA n'est qu'une histoire de déclin et d'affaiblissement et de chute. Et par miracle, ils s'en sont sortis en construisant un mur, mais globalement, c'était condamné d'avance. Cette perspective-là, on la trouve chez certains collègues allemands, j'en démords pas. L'enjeu par rapport au temps, c'est d'arriver à penser... moi, je me pose la question, est-ce que ce que Koselleck a vu pour le 18e siècle, Sattelzeit, est-ce que c'est un Sattelzeit 89, la période autour de 89? Est-ce que, si on reprend les critères qu'il avait définis, notamment quelque chose de très intéressant, qui mériterait un travail collectif européen,
voire même globale, est-ce qu'il y a une nouvelle sémantique? Est-ce que les mots changent de sens? Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un lexicon des Grundbegriffe autour de 89? Est-ce que cette sémantique-là, ce vocabulaire-là, il se transforme? Si on liste les critères du Sattelzeit selon Koselleck, il y a un certain nombre d'éléments qui valideraient cette hypothèse d'une époque seuil. Voilà. Et d'une certaine manière, l'enjeu scientifique et intellectuel, il se trouve là, à mon avis. Pas sur, de prime abord, sur les temporalités multiples. Maintenant, les remarques d'Andreas. J'en démords pas, je ne suis pas d'accord. Le temps socialiste, il a pour moi existé. Il a existé, il est fondamentalement différent de la temporalité capitaliste. Le temps du quotidien d'une journée socialiste n'est pas le même. Hélène l'a rappelé. Perdre 2-3 heures dans les files d'attente, sortir de son travail avec la bienveillance de son contremaître et aller chercher le morceau de viande ou les chaussettes, l'arrivage de chaussettes du mois, eh bien, ça fait partie d'une pratique du temps, d'un rapport au temps qui est différent des sociétés occidentales. Commander sa Trabi et attendre 14 ans pour la livrer, ce n'est pas le même rapport au temps que le rapport au temps quand on commande sa Golf ou sa Mercedes. Le temps à l'école n'était pas le même. Le calendrier de commémoration n'était pas le même. Enfin, il y a une temporalité, un rythme, une lenteur et un rapport articulant passé, présent et futur qui est en partie différent. Sur la notion de progrès, en effet, il y avait un discours sur le progrès. Et en même temps, l'expérience du temps qu'ont les gens, c'est quand même ce temps au ralenti. Et c'est ça, moi, que je voulais mettre en valeur dans cette approche on va dire cette fois par les responsables politiques, parce que là aussi, j'en démords pas. Le non synchrone, pour moi, c'est le temps normal. Il y a des multiples temps sociaux qui ne sont pas synchrones, d'accord. Mais le temps politique, il suffit de lire les comptes rendus. Alors après, c'est de la langue de bois, je suis d'accord, il y a des divergences. Mais les comptes rendus et la manière dont fonctionnaient les grandes réunions multilatérales au niveau des polices politiques, au niveau du Comecon, du pacte de Varsovie, c'est quand même la synchronisation. Il donnait toujours cette image, après c'est l'image qu'il donnait, d'accord, hein, mais il donnait toujours cette image de synchronisation. C'était un temps imaginaire et pas réel. Si, il était réel. Il était réel parce que les acteurs y croyaient. Le temps que je te décris là, c'est l'ère brejnevienne, par exemple, où voilà, ils étaient synchrones. Et on voit bien que ces décalages-là créent de l'incertitude, créent de la tension, et les relations germano-soviétiques n'ont jamais été aussi mauvaises, finalement, dans ces moments-là. Par rapport aux médias, c'est vrai, je ne l'ai pas évoqué, il était dans mon papier, mais je ne l'ai pas cité. Je voudrais juste rappeler, moi j'ai fait travailler une étudiante de master sur la Révolution roumaine et la couverture médiatique en France, télé, et avec les archives de l'INA. D'accord. Et elle s'appelle Laura Picard. Elle a eu un prix INA en plus pour son master. Eh bien, Laura, elle a montré que, pour ceux qui l'ont vécu, il y avait la chaîne de Berlusconi privée, la 5, c'était mon intuition, c'est pour ça que je lui avais donné ce sujet. J'avais l'impression que la 5 avait inventé l'information en continu. Et en effet, elle a calculé de manière quantitative la présence de la Révolution roumaine à la télé sur la 5 entre début décembre et l'exécution du couple Ceausescu, et ça monte crescendo, ça explose de manière quantitative. Pourquoi ? Parce qu'on approche des vacances de Noël, et qu'au lieu de passer les vieux rossignols comme Sissi, eh bien, on va occuper tout l'espace médiatique avec ça, avec des experts, des plateaux, si vous connaissez ces images, il y a un traducteur roumain absolument incroyable qui traduit en direct les propos de la radio, de la radio roumaine, et on occupe tout le temps d'antenne. C'est fascinant. Tout le temps d'antenne est dédié, avec Guillaume Durand aux manettes, tout le temps d'antenne est dédié à la révolution roumaine. Et donc ça donne cette impression de liveness, et en effet, on vit la révolution. Je me rappelle, j'étais petit, mais je me rappelle de ça. J'ai ce souvenir-là, moi, de toute façon. De 89, c'est mon souvenir, c'est la révolution roumaine à la télé. Plus que la chute du mur, d'ailleurs.
eh bien, on fait entrer les spectateurs dans le direct de la Révolution, comme aujourd'hui, on a l'impression de voir les manifestations de Gilets jaunes. On est dans les manifestations, les cortèges de Gilets jaunes. Voilà. Est-ce qu'il y a une envie de réponse ou on passe la question à la salle, hein? À la salle. Alors, il y a un micro. Donc, j'ai déjà vu la main de Paul Maurice avec sa chemise blanche. Vous voyez, voilà, donc pour que la jeune fille vous voit, voilà. Bon, merci Emmanuel. Ma question est intéressée, tu t'en doutes un petit peu, et un peu orientée. Ma question, elle porte sur le temps d'avant. En fait, a été évoquée la question du temps socialiste. Est-ce qu'on ne peut pas Enfin, du point de vue des dirigeants, puisque tu as évoqué beaucoup Milke, est-ce qu'on ne peut pas voir ça dans le temps socialiste de l'international socialiste? C'est-à-dire que tu disais Milke, il est dans la guerre froide. Pour moi, enfin c'est une intuition, mais je voudrais avoir ton avis. En fait, il est sur la temporalité 28-33-34. C'est-à-dire que comme d'autres membres du Politburo, Hermann Axen, il y avait Kurt Hager, etc., ils sont en fait dans la logique classe contre classe, ils sont encore dans la logique Boukharine. Et c'est pour ça qu'ils sont dans ce retard absolu. C'est même avant en fait la guerre froide, c'est avant le nazisme, c'est le moment de la conquête. C'est le moment de la conquête socialiste pour... Enfin, dans l'international, tu le sais, dans les années 20, il y avait deux États sur lesquels on concentrait les efforts. C'était l'Inde et l'Allemagne, parce qu'on pensait que c'était les deux qui allaient basculer. Ils sont dans cette logique-là. Enfin, c'est une intuition et je voudrais avoir ton avis là-dessus. Voilà. Tout de suite, on va peut-être prendre la question derrière, voilà, parce que vous êtes à côté. Merci. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la conclusion que vous avez faite. Vous parlez du temps d'après. À l'aune de votre étude, comment vous percevez la différence de temporalité qu'aujourd'hui vivent les pays de l'ancien espace socialiste, parce qu'ils vivent un temps capitaliste? Et pour vous, est-ce que ça serait une source de tension qui pourrait se traduire par des événements ou des brèches d'incertitude? Très belle question. Ok, deux très belles questions. Merci à vous. La première donc de Paul. Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais l'espace d'expérience, mais même aussi d'Erich Honecker, qui a été emprisonné par la Gestapo à partir de 1935, c'est l'expérience fondamentale des années, fin des années 20 et donc les années 30. Et donc cette première forme d'expérience à la fois d'ailleurs internationaliste et puis d'opposition de classe contre classe. Et donc oui, c'est bien d'avoir redonné encore plus de profondeur. Moi, je m'étais arrêté à la guerre froide et en fait, il faut réinsérer ces acteurs-là, leur espace d'expérience. C'est les années 30. D'ailleurs, vous la connaissez certainement, cette anecdote. Quand on vient l'arrêter pour le mettre en prison à Plötzensee, Margot Honecker, sa femme, dit « Regarde Erich, ça recommence, c'est comme en 1935, c'est les mêmes en fait ». Il y aurait des choses sur aussi le rapport au temps des communistes est et ouest allemands, notamment après 1945, quand finalement ce sont les mêmes juges qui les mettent au banc de certaines catégories socio-professionnelles, les juges des années 30 et les juges des années 50-60, il y a une continuité du personnel. C'est les mêmes, ça doit être un choc de temporalité aussi assez éprouvant. Merci pour votre belle question sur le temps d'après pour eux. Alors, moi, je vois ce moment de transformation post-socialiste pour beaucoup de ces... Alors après, il faut évidemment nuancé en fonction des catégories sociales et surtout des générations, mais ça a été une expérience d'accélération du temps très brutale et en même temps qui a constitué, je schématise beaucoup, une chance incroyable pour un certain nombre de catégories, notamment de jeunes, finalement, de goûter la temporalité occidentale et de se projeter à l'Ouest, d'apprendre l'anglais, de circuler, de faire des carrières, et pas seulement à Bruxelles. Et puis il y a les perdants, ce qui fait que là on a donc notamment les catégories ouvrières. Je pense aussi d'un point de vue du genre, il faudrait croiser ça socialement, mais les femmes sont à mon avis aussi en partie les perdantes de ces transformations
post-socialiste, aussi bien sur le plan à la fois culturel, sexuel, économique. Et là, il y a nécessairement un décalage dans le rapport au temps, avec des gens qui sont parfois restés dans le passé et qui ont du mal à faire le deuil. Là, il faudrait presque mobiliser des instruments de la psychanalyse. Et puis, des gagnants qui s'engouffrent dans cette brèche et qui trouvent complètement leur place dans cette nouvelle société, ce qui crée des tensions, ce qui se traduit par des comportements électoraux différents. On le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, contrairement à ce que disent les médias occidentaux, surtout les médias français. Il y a des sociétés civiles en Pologne et en Hongrie, elles sont là, et elles sont pas à l'image de leur gouvernement actuel. Et vous voyez ce que font notamment... Le cas polonais est intéressant parce que le cas du PiS, et notamment des jumeaux, même si on n'a plus qu'à en ville, Kaczynski, c'est quand même leur action vise surtout à rattraper le temps des années 89-90 où ils estiment qu'on n'a pas suffisamment décommunisé les élites polonaises, les institutions polonaises, et qu'on cherche à rattraper le temps. Il y a aussi quelque chose de cet ordre, pas seulement le discours identitaire nationaliste, c'est aussi quelque chose de... On a raté quelque chose en 89-90, en gros on n'a pas fait d'épuration. Ça a été négocié par ce qui sont devenus les ennemis politiques des frères Kaczynski. Et de ce point de vue-là, il y a aussi une expérience du temps à prendre en considération pour mieux comprendre ces pays, au lieu de les condamner sans précaution. Ich bin noch immer nicht einverstanden mit der sozialistischen Zeit, aber da werden wir nicht auf einen Nenner kommen. Wir machen eine Tagung zu ja, diesem Thema. Ich lade dich ein. Ja, auch mit der Idee du temps ralenti. Also auch hier könnte man viele Gleichzeitigkeiten, wenn man zum Beispiel über ländliche Zeiterfahrung, die das Leben eines Bauern in der Eifel in den 70er Jahren und das in Rumänien war mehr oder minder identisch. Also auch hier Land, Stadt ist unterschiedlich. Nord-Süd, die Zeiterfahrung in nördlichen europäischen Ländern ist eine völlig andere als eine südliche in Italien oder in Spanien. Auch da, das sind völlig andere Zeiterfahrungen. Also es gibt auch keine kapitalistische Zeit. Also genauso wenig wie es eine sozialistische gibt. Aber das ist für eine andere Tagung. Eine Frage, die ich noch habe, ist der Bezug der osteuropäischen Regime, Machtregime zur Zeit selber, zu dessen Zeitvorstellungen. Christopher Clark hat gerade das Buch publiziert zu Zeit und Macht, wo er das Zeitbild von Preußen, von Bismarck, der Nationalsozialisten auf die politische Ideologie hin hinterfragt. Und das wäre natürlich auch sehr spannend zu schauen, inwiefern gibt es auch unterschiedliche Zeitregime in der politischen Ideologie, in der Vorstellung im osteuropäischen Raum. Davon habe ich nämlich keinen blassen Schimmer und davon schreibt auch Clark nicht. Il y a un excellent collègue... pardon ? Vas-y en français. Oui, je réponds en français, c'est ça. Il y a un excellent collègue à moi, de ma génération, qui s'appelle Roman Krakowski, qui a fait sa thèse avec Antoine Marès et qui en a sorti un livre sur justement temps, je cite de mémoire, je crois que je vais mal le citer, son livre, malheureusement, qu'il me pardonne, temps et temporalité en Tchécoslovaquie socialiste. Et il montre justement l'imposition d'un temps socialiste qui cherche à homogénéiser les rythmes de vie indépendamment qu'on vive en Bohème ou en Moravie ou en Slovaquie, qu'on vive à la campagne ou à la ville. Alors, je nie pas qu'il y ait... alors, c'est vrai que c'est un peu schématique d'avoir opposé comme ça le temps socialiste au temps occidentalo-capitaliste. Pour les besoins de la conférence, c'était pratique de schématiser un petit coup. Mais
Quand même. Et pourtant, Dieu sait que je suis sensible à montrer au sein du bloc de l'Est les voies nationales, la manière dont finalement chaque pays développe un modèle socialiste qui n'est pas complètement le même. Enfin voilà, le socialisme est-allemand, c'est pas le même que le socialisme polonais, c'est évident. Mais en termes de temporalité, je pense que la soviétisation du début des années 50, elle a réussi quand même à produire un cadre spatial et temporel partageable et partagé progressivement. Notamment cette idée de bloc de l'Est, qui est au départ une invention occidentale, enfin c'est un concept occidental pour... eh bien, ça va devenir progressivement, on le voit dans le domaine de l'économie, on le voit dans le domaine des polices politiques, ça va devenir un espace commun d'expérience et ça va de pair avec une temporalité là aussi partagée. Tout à fait d'accord, mais dans les années 50, c'était la vision d'une temporalité moderne, de progression, Oui. et pas de ralentissement. Oui, d'accord. Alors, ça c'est dans le discours. On est dans un discours futuro-centré où voilà, le socialisme, et après ça va être le communisme, c'est le dernier stade de développement de l'humanité. Et les soviétiques disent aux autres, si vous êtes de bons socialistes, un jour vous serez comme nous, peut-être de bons communistes. D'accord, discours futuro-centré. Ça, j'en conviens. Et là, je suis en train de perdre le fil de mon idée. Redis-moi ce que tu viens de dire. Et ça va repartir. Je suis désolé. Parce que je pense en même temps. Le régime soviétique dans les les années... Ah oui, c'est 50. bon, ça y est, c'est bon. Les années 50. Futuro-centré, d'accord. D'accord, mais sauf que cette capacité, alors jusqu'au bout ils vont dire voilà, on s'oriente vers l'avenir, mais globalement quand même, à partir des années 60, fin des années 60, début 70, et il y a un concept qu'on oublie souvent dont on oublie de mesurer la portée, mais quand ces pays se qualifient eux-mêmes du pays socialisme, des pays socialistes réellement existants, c'est qu'ils font le constat quand même que ça va être compliqué quand même, le discours futuro-centré. Il faut un peu le garder, mais dans la pratique, ça ne va pas être possible. Et c'est là où le temps commence à se ralentir. C'est-à-dire qu'ils font la course avec les Occidentaux jusqu'à la fin des années 50. Il y en a même certains en RDA qui vont dire qu'on va pouvoir dépasser le capitalisme. C'est faux. Ils font le constat que c'est fini, c'est perdu au début des années 60. Et simplement, après, ils vont essayer de converger, de rapprocher les modèles. Et là, en essayant de se rapprocher, eh bien, finalement, d'une certaine manière, le temps se ralentit. Mais t'es pas convaincu. Je le sens. Alors. C'est pas le temps qui se ralentit ? Non, le temps reste le même, toujours. Ah, mais il y a un temps universel. Mais moi, c'est les temporalisations. Et moi, je dis la temporalisation décalage entre un discours temporaire et la réalité. C'est ça, ce décalage, mais ce n'est pas le temps qui se ralentit. Non, alors, je vais trop vite quand je dis le temps se ralentit. Mais c'est toujours... Je parle pas du temps universel, je parle des expériences du temps, on est bien d'accord. Hein. Quand je mobilise le vocabulaire de Gurvitch, la boîte à outils gurvitchienne, c'est simplement, lui-même le dit, hein, ce n'est pas des cadres de référence qui viennent s'appliquer comme ça, c'est toujours du ressenti. Voilà. Alors, qui a une question ? On a le droit de les interrompre, hein, vous savez. Monsieur. Oui, c'est vous. Le micro arrive et après... Je vais vous sortir une source qui vous étonnera peut-être, mais je me souviens d'un remarquable ouvrage du romancier Gabriel Marquez, qui, avant d'être romancier, était journaliste. Et j'ai lu un ouvrage, dans le texte d'origine, en espagnol, là, sur son voyage qu'il a fait en Europe de l'Est vers 56. Si un de vous l'a lu, là, ça sera encore mieux. Oui, monsieur à gauche, monsieur Fickers, oui. Vous l'avez lu? Pardon? Vous l'avez lu? On dirait que vous opinez de la tête. C'est remarquable. Ce que je voulais dire simplement, là, c'est qu'il ne faut pas, vu de l'Ouest, schématiser à l'excès le bloc de l'Est. Et ce qu'il décrit remarquablement, c'est l'extrême diversité des expériences vécues. Il n'a pas vu toute l'Europe de l'Est, mais je me souviens, par exemple, de son portrait de la Pologne. C'est hallucinant à tel point c'est déprimant. L'intelligentsia polonaise, à l'époque, c'est vers 56, est totalement, mais alors je ne fais que paraphraser Garcia Marquez, aliénée. Et elle vit mentalement en France. Complètement coupée même des partenaires de l'Est, là, au niveau de l'intelligentsia, au niveau de la population, c'est autre chose. Peut-être, mais à voir. Les Polonais de l'époque détestaient le comportement des Tchécoslovaques qui, eux, au contraire,
étaient vus par les Polonais comme des espèces de collabos, mais vraiment là, du système soviétique. Et puis, bon, et puis en Hongrie, ça bouillonnait, vers 56, comme vous le savez. Et puis en RDA, c'était, du point de vue de Garcia Marquez, c'était franchement assez brutal, là. Bon, Stasi et tout, là. Bon. Mais en fait, le contraste, surtout entre deux pays voisins et culturellement cousins, voire frères, comme la Pologne et la Tchécoslovaquie, est saisissant. C'est quasiment l'eau et le vin. Donc, les Polonais complètement aliénés, et puis les Tchécoslovaques, vus par les Polonais, en tout cas, comme des espèces de collabos. Voilà, donc c'est tout. C'est pour nuancer notre vision occidentale qu'on peut avoir de l'Est. On va prendre peut-être une autre question au troisième rang. Benjamin. Donc, merci pour la conférence. En fait, j'aimerais vous poser une question qui est basée sur un concept que vous m'avez communiqué il y a quelques heures dans l'amphithéâtre, oui, qui était cette idée de futur non advenu. Futur non advenu. Quelle place pour les alternatives et les futurs non advenus dans la déclinaison des temps que vous avez proposés? Et je voudrais poser une question ouverte, mais pour quand même la qualifier un peu, notamment dans ce temps de la longue durée, où il n'y a pas de futur, ou qui est un présent éternel, j'ai un peu de mal à voir des êtres humains agir sans idée du futur, qu'elles soient irréalistes, irréalisables, totalement dépassées. Mais y a-t-il là-dedans ou ne risque-t-on pas d'écraser des futurs potentiels, irréalistes soient-ils? La chance, c'est des super questions. Alors, tout d'abord, merci pour je ne connaissais pas ce texte de Garcia Marquez, donc je vais m'empresser de le lire. Je voudrais surtout pas donner l'impression, parce qu'en plus, c'est pas ce que j'écris, c'est pas ce que je pense, d'une vision homogénéisante du bloc de l'Est. J'ai été aussi sensible que vous, à travers mes expériences d'archives, à cette extrême diversité, et au fait notamment, moi je l'ai vu à travers les polices politiques, que derrière tout le discours sur la communauté socialiste, les organes frères, ils ne se parlent pas, ils ne se font pas confiance. En tout cas, dans les années 50, il y a très peu de relations multilatérales. Il n'y a pas le terreau pour ça, parce que les Polonais détestent les Allemands de l'Est, ou se méfient énormément d'eux. Les Polonais se méfient aussi beaucoup des Tchécoslovaques. C'est très très compliqué de mettre en place. Et de toute façon, c'est même pas voulu au départ par Moscou, qui préfère fonctionner de manière bilatérale et verticale, sans laisser d'horizontalité aux pays, aux démocraties populaires. Et quand même, après les années 50, à partir des années 60, il y a quand même cette idée de faire vivre et de donner de la densité à cette communauté socialiste. Donc le multilatéralisme va commencer à se développer, et ils vont apprendre à se découvrir leur structure par de nombreuses réunions, ils appellent ça des réunions bilatérales, des conférences multilatérales, jusqu'à créer des outils de travail communs. À la fin des années 70, ils sont quand même capables, alors après sous l'autorité du grand frère soviétique, il ne faut pas non plus rigoler, mais ils créent une banque de données fichant un certain nombre de catégories de terroristes. Voilà, la banque Soud, c'est une banque de données qui vise à... alors pas seulement que les terroristes, parce que il y a aussi des opposants, enfin on en profite, tout le monde met un petit peu ces terroristes à soi, mais il y a la volonté de créer un espace commun de collaboration et de circulation d'idées et de pratiques. Donc il ne faut pas être prisonnier du discours idéologique de guerre froide, je l'entends, et je partage entièrement votre opinion. Il y a de la diversité, et en même temps, les soviétiques essaieront toujours de faire quelque chose de cette diversité dans un certain nombre de domaines. Sur les futurs non advenus, alors il y aurait des belles choses à faire sur ces futurs non advenus au cours de l'automne 89, début 90, notamment en RDA. Moi, j'avais travaillé sur l'école, et alors vous ne pouvez pas vous imaginer tous les projets de réformes structurelles, pédagogiques. Pour avoir aussi interrogé des témoins, c'était une année... alors pour les élèves, c'était exceptionnel, parce que voilà, c'est leur meilleure année scolaire pour ceux qui avaient
notamment parce que tout était chamboulé et qu'ils ont créé des constitutions, des droits pour les élèves. Le rapport élève-prof était parfois inversé parce qu'il était très autoritaire dans les écoles est-allemandes. Et tout ça est venu se refermer avec la réunification parce que, en gros, je schématise un petit peu, mais on a pris le modèle, la triade ouest-allemande et on l'a appliqué en Allemagne. Donc les futurs non advenus ont aussi leur place dans cette réflexion sur le temps. Alors, si on parle de temps de longue durée ou au ralenti, je ne voudrais pas donner l'impression qu'on écrase les projections de futur de tel ou tel individu ou de tel ou tel groupe. C'est-à-dire qu'on continue toujours à penser le futur. D'accord ? Simplement, avec l'autocontrôle ou la disciplinarisation de la société, on va s'interdire de penser certains futurs. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on ne va se penser que dans un cadre donné et pas dans un autre. Ce qui fait que quand le futur impossible devient possible, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas s'il faut se réjouir ou pas. Voilà, est-ce qu'on part à l'ouest ou pas? Est-ce qu'on reste en RDA? Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie? Là, pour le coup, ça bouleverse tout parce qu'on n'y est pas préparé. Et ça doit être une drôle de... Enfin, voilà, je maintiens qu'il y a un temps socialiste. Ce temps socialiste, il ne vous prépare pas à la flexibilité par rapport au temps. Je ne dis pas que c'est une marque aussi des sociétés libérales, mais dans des sociétés libérales où le temps est plus fluide, on est capable, à mon avis, beaucoup plus de se préparer à des chamboulements, à des bouleversements et à des ruptures que des sociétés où le temps... il ressemblait plus à un Mr Freeze qu'à un cocktail, vous voyez, parce qu'il était moins liquide. Est-ce que justement, en même temps qu'on soit pas deux à parler, est-ce que en même temps, le terme de temps n'est-il pas ce qui vous dérange là sur le temps? Il y aurait un temps socialiste, il n'y aurait pas de temps socialiste. En fait, est-ce que ce que tu veux dire n'est pas quand en RDA ou dans les régimes socialistes, communistes, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait donc pas besoin de s'adapter à un potentiel nouveau. C'était le dernier point soulevé, c'est-à-dire que la flexibilité demandée dans les sociétés libérales n'était pas exigée de la même façon. Le besoin de s'adapter n'était pas peut-être propre à l'expérience de l'individu socialiste, si ce n'est s'adapter à une situation de contrôle et donc essayer de trouver des chemins de traverse formulés de différentes façons. Est-ce que là, c'est pas la soudaineté qui est pas la surprise au sens de la rupture par rapport à l'attendu qui caractérisait ces sociétés. Moi, je voudrais quand même rajouter aussi un temps qui est absolument important quand on fait de l'histoire et qui contribue à expliquer le regard qu'on a aujourd'hui sur la RDA, surtout quand on a été soi-même un habitant de la RDA. Tout à l'heure, on a abordé un peu cette question du regard porté. Le mot nostalgie n'est pas tombé, mais c'est cette fameuse question-là. Je crois qu'il y a le temps biologique. C'est le temps de la vie d'individus qui n'est pas synchrone, puisqu'on est avec des plus âgés et avec des plus jeunes, mais que ce temps vécu, il donne à la perception de la vie des rythmes qu'on ne peut pas éliminer, notamment dans la perception d'un futur. Un individu, il est enfant, il veut devenir grand, il est adolescent, il veut partir de la maison, il rencontre quelqu'un, il a envie de construire une famille. Donc, et ça, c'est quelque chose qui nous ramène à cette question évoquée dès le début, qui est le temps n'est pas le même parce qu'il faut le ramener à l'individu. Et là, c'est irréductible, ce niveau de l'individu. Alors après qu'on peut mettre en génération. En histoire, on peut travailler sur les générations en disant, voilà, alors tous ceux qui étaient nés à ce moment-là ont vécu à 18 ans telle expérience. Mais même à l'intérieur d'une génération, et ça revient à l'idée de la possibilité de se projeter,
Et c'est ce qui explique pourquoi il y a des reconstructions positives d'un passé qui est considéré comme maltraité. C'est que ce temps de la vie d'une personne est nécessairement quand même orienté vers un futur qui de plus en plus se ferme quand on vieillit, mais qui a cette dynamique. Voilà. Alors, on a encore une petite possibilité. Oui, il y a deux... Alors, Paul de nouveau et Rainer Hudemann. Donc, dans l'ordre, comme vous voulez. Non, c'est juste pour relancer le débat, puis pour provoquer un peu. Non, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Il y a un mot qui, enfin, si tu l'as évoqué, mais il y a la question de la planification, en fait, tout simplement, la planification économique, mais qui infuse toute la société est-allemande, qui fait que le temps n'est pas le même. Pour prendre juste un exemple, dans le domaine universitaire sur lequel je travaille, les Allemands de l'Est travaillent avec les Occidentaux, les Français, etc., pour l'organisation de conférences au sein de l'Association internationale d'études d'économie. Pour les Allemands de l'Est, il faut 2 fois plus de temps pour avoir l'autorisation administrative, etc. Et pourtant, l'administration universitaire occidentale n'est pas rapide, même dans les années 80. Mais en Allemagne de l'Est, ça prend 4 fois plus de temps. Il faut l'autorisation du Politburo, que ça monte, que ça redescende, et que ça monte et que ça redescende, etc. Donc ça prend, enfin, le temps administratif et de la planification prend aussi plus de temps, et il a des effets sur la vie quotidienne, en fait. Voilà, c'était juste une petite remarque. Et je passe le micro à M. Hudemann. Je voudrais revenir à ce que Paul Maurice a dit tout à l'heure sur 34, mais en 24 et 36, et dans un poids que je pense être beaucoup plus important que la mémoire, c'est-à-dire la définition de l'internationale communiste, du fascisme comme la fraction la plus chauvine, la plus impérialiste, etc., de la bourgeoisie. Quand on lit les procès-verbaux du Politburo sur Honecker au moment où les masses sont dans la rue, où ils discutent des décorations à donner pour l'anniversaire de la RDA, c'est une absence de sens de la réalité quand même excessivement impressionnante. Et est-ce que la clé n'est pas dans cette définition du fascisme lié à la bourgeoisie, qui a déjà empêché les communistes de la République de Weimar, français, etc., à comprendre les dangers du fascisme jusqu'à ce que ça ait été trop tard. Staline en 24, Dimitrov en 35, et qui a empêché les dirigeants, notamment Honecker, en identifiant le régime décrit comme bourgeois de Bonn et des démocraties parlementaires comme fascistes, de comprendre le danger que la démocratie libérale pouvait constituer pour leur régime. Tu connais beaucoup mieux les archives que moi, mais rien que le Politburo le montre. C'est-à-dire un impact de la synchronité de 1935, de Dimitrov 1935, par exemple, dans le Kleine Politische Wörterbuch de la RDA, qui explique tellement de choses qui étaient dans tous les rayons de tous les citoyens, réédité juste avant la fin de la RDA, où on a exactement cette définition comme devise de la politique de la RDA au moment où tout se bouleverse. Est-ce qu'il n'y a pas là une autre synchronité à travers les décennies qui a été un facteur important, ou est-ce que je me trompe complètement ? Non, je suis d'accord, c'est une perspective qui est pertinente, parce qu'en effet, ils sont d'une certaine manière prisonniers, et on le voit bien chez Honecker, prisonniers de cette définition du fascisme. Et en effet, c'est presque c'est jusqu'en 1924 qu'il faut remonter et voir comment finalement une certaine appropriation ou une certaine intériorisation d'un passé et d'une expérience vient soit est réactivée, ou en tout cas traverse les décennies et vient être le seul cadre d'analyse valable pour l'acteur même au moment de la crise de l'automne 89. On retrouve la même chose chez Erich Mielke dans les archives, c'est ce qu'on voit aussi. Donc oui, entièrement d'accord. Ouais. Et
et c'est ça aussi, je trouve ça intéressant de voir comment finalement, d'une certaine manière, une mémoire politique arrive à se transmettre ou arrive à être conservée ou en sommeil, et à un moment, elle est réactivée, ou en tout cas, elle est mobilisée pour constituer la grille d'interprétation de tel ou tel phénomène. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, encore une. Fabio, devant, là. Ah, il n'y a plus de micro. Ah, voilà. Devant, encore un petit peu. Voilà. Bon, et puis peut-être ce sera la dernière question. On s'arrêtera peut-être après. Donc, en fait, j'ai une question qui est inspirée d'un livre que je suis en train de lire de Timothy Snyder, intitulé The Road to Unfreedom. Et en fait, Timothy Snyder, il utilise deux concepts que je trouve assez intéressants, et je m'excuse aussi d'ajouter ces concepts à tous les autres concepts qu'on a déjà entendus aujourd'hui. Mais il parle d'une différence entre politics of inevitability et politics of eternity. Donc, politics of eternity qui regarde plutôt vers le passé, donc on puise dans le passé. Une politics of inevitability qui regarde vers le futur, mais un futur inéluctable. Et en fait, ce que je trouve intéressant, même si Snyder il analyse surtout les relations entre la Russie et l'Ukraine, à plusieurs moments, il dit qu'en fait, l'arrivée de Brejnev a aussi marqué un changement de cette politique, un changement d'une politics of inevitability vers une... Voilà. Et en fait, je me demande aussi si cela n'est même pas un schéma qui est mieux adapté qu'un schéma tant socialiste versus tant capitaliste. Voilà, vaste question, là, vous me posez une colle. En tout cas je vous remercie de mettre d'autres outils sur la table, parce que c'est finalement en les confrontant et puis en les testant qu'on voit finalement leur pertinence. Je suis juste un peu gêné simplement par l'alternative. Alors après, j'ai pas lu le livre, donc je ne peux pas juger, et puis on en reparlera peut-être demain si vous le voulez. Politics of Eternity, ça renvoie à une forme de présent qui domine, une sorte de présentisme où finalement rien ne change, c'est ça en fait, hein, si je vous comprends. Et politique donc de inevitability, c'est la futurocentrée, enfin c'est le régime historicité futurocentré, où c'est le futur qui éclaire le présent. Et s'il n'y a que ces deux alternatives-là, je trouve que pour saisir les phénomènes historiques et sociaux du bloc de l'Est, ça me semble un peu limité. Voilà, ça serait ma première réponse. En même temps, parce que ça, on joue moins sur les variations de rythme. Et pour connaître les travaux de ma collègue de Brême, Suzanne Schattenberg, qui a dû finir maintenant sa biographie de Brejnev, le Brejnev éternel, celui qui gèle tout et qui éternise tout, c'est le Brejnev tardif, mais il y a eu un autre Brejnev au début des années 70, notamment dans l'analyse qu'elle montre, en tout cas au niveau de l'Union soviétique, pas dans les rapports avec les démocraties populaires, mais avec une nouvelle génération de cadres qui ont essayé de faire bouger un peu les choses, en prenant le contre-pied évidemment de l'héritage khrouchtchevien dans un certain nombre de domaines. Donc, je sais pas, il faudrait approfondir ce binôme-là. Ouais. Je peux juste réagir là-dessus. Je pense que c'est exactement ça. C'est la tension entre les deux qui définit le rayon d'action de l'homme. C'est un peu ce que Koselleck a dit comme le père Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. C'est exactement entre ces deux. Oui, mais dans Erfahrungsraum, il n'y a pas cette idée d'éternité. Dans Erfahrungsraum, il y a un présentisme. Ah non, alors faut qu'on relise Koselleck, il faut qu'on fasse une séance de lecture aussi sur Koselleck. J'ai pas l'impression, je sais pas s'il y en a qui ont bien lu aussi Koselleck et qui pourraient compléter, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait chez Koselleck cette idée de présentisme dans la notion de Erfahrungsraum,
que c'est plutôt les expériences, notamment du passé, qui peuvent guider. Et ça pose un problème justement quand il y a cette brèche, c'est-à-dire que quand c'est désarticulé, le passé ne sert plus à rien, ni dans le présent, ni dans le futur. Mais je n'ai pas cette lecture présentiste de ça chez Koselleck. Mais je me trompe peut-être. Pour le coup, ça mériterait d'être repris. Bien, alors c'est comme toujours, on a fait un échange et on a un programme, on a au moins 2 ou 3 colloques à organiser avec des positions un peu différentes, ce qui est très bien. Un grand merci à tout le monde, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi un autre petit colloque qu'il faudra qu'on fasse, au moins une journée d'études. On n'a pas, à mon sens, assez parlé du mot moment. En allemand, on dit momentum, qui n'est pas seulement une dimension, une donnée temporelle, mais qui correspond à une constellation favorable, favorable à un mouvement. Enfin, bon, voilà, on a encore beaucoup de travail. En amont et en aval. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous permettra de continuer à progresser. Merci pour votre attention, pour votre présence et vos questions qui ont, comme on l'a vu, aidé à progresser encore. Nous espérons donc nos doctorants, que les postdoctorants qu'on retrouvera demain pourront continuer après une nuit passée à poser d'autres questions. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les non-doctorants, ceux qui sont un peu plus avancés, partiront, j'espère, avec eux, emporteront avec eux quelque chose qui les aidera à penser leur temps personnel passé, leur temps présent passé, voilà, et comment envisager le futur. Voilà, donc on a des futurs. Pour nous, il y a déjà demain. Dimanche prochain, on va tous voter, et puis on verra le futur qu'on fait ensemble. Merci encore à Christiane Duyssen de nous avoir accueillis, et je crois qu'elle nous a préparé un petit quelque chose. Merci.